Dans le monde où nos ancêtres ont vécu pendant des centaines de millénaires, les femmes avaient entre 4 et 6 enfants au cours de leur vie. La moitié mourait avant l'âge adulte. Donc, notre seule certitude dans nos études démographiques, c'est que depuis 100 000 ans, les gens ont eu en moyenne 2 enfants pour leur succéder. Sinon, il y aurait eu une explosion démographique il y a 1000 ans. Au cours de la dernière nanoseconde de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire l'arrivée de l'agriculture il y a 10 000 ans, nous avons commencé à changer notre vision de notre planète. Nous nous en sommes déconnectés. C'est la base de notre civilisation actuelle. Nous avons généralisé les notions d'hygiène à travers la vaccination des populations, lutter contre la famine et instaurer des soins médicaux de base. Mais nos bonnes intentions ont eu des conséquences imprévues. En utilisant les énergies fossiles pour notre agriculture, nous avons laissé la population exploser. Almost 100 million babies will come into the world this year. The rate increases. More babies mean finally still more babies. When these have reached the age of 40, the world will have doubled its numbers. Helpless, harmless infants. Dans les années 60, la population a augmenté à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité. À mesure que la famine s'est développée en Asie du Sud, la peur s'est propagée au reste du globe. These are harsh words. They serve to describe the coming crisis in population and food supply that's aptly called the population explosion. J'ai commencé à aborder ce problème parce que personne n'en parlait. Les gens n'avaient pas fait le lien entre l'état de l'environnement et la hausse vertigineuse de notre population. C'est de là qu'est née la bombe P que j'ai écrit avec ma femme en 5 semaines. À l'origine, c'était un pamphlet politique. Le monde a enfin pris conscience de l'urgence. Des groupes militants comme Zero Population Growth sont apparus aux États-Unis dans les années 60. À l'occasion de la première journée de la Terre, en 1970, la démographie a été clairement désignée comme un facteur majeur de la crise écologique planétaire. À votre avis, quelle est la cause principale du changement climatique? Les énergies fossiles? Je dirais les voitures, La viande. La viande? La viande. les déchets. Je crois que c'est le principal. Ah oui, les gens. Le nombre d'habitants. Le nombre d'habitants, c'est vrai. Ah oui, on est de plus en plus nombreux. Oui. Ouais. 4 décennies plus tard, le message environnemental reste le même. Mais à part quelques groupes minoritaires, la question démographique n'est plus sur le devant de la scène, comme si elle s'était diluée dans les autres,
alors que la croissance de la population et de la consommation est un facteur clé dans l'actuelle crise de l'environnement. Combien y avait-il d'habitants lors de la première journée de la Terre en 1970? Environ 1 milliard? Plus d'1 milliard? Combien y a-t-il d'habitants sur Terre aujourd'hui? Plus. Beaucoup plus. Il y en avait 3,7 milliards en 1970 et aujourd'hui, il y en a plus de 7 milliards. Carrément. Le problème n'est pas qu'il n'y a pas eu de mouvement écologiste ou que rien d'efficace n'a été fait. Les choses ont changé, mais pas assez rapidement. Depuis la première journée de la Terre, nous recyclons 5 fois plus. Pourtant, nous produisons plus de déchets qu'en 1970. Aujourd'hui, il y a un consensus parmi les biologistes, les défenseurs de l'environnement et les chercheurs. Plus nous colonisons la planète, plus nous perturbons les habitats. Parce que nous les détruisons ou parce que nous les modifions. Nous éliminons des espèces à un rythme inédit depuis la 5e extinction de masse, celle qui a rayé les dinosaures de la carte. Ce qui distingue cette nouvelle extinction massive des précédentes, c'est qu'elle est causée par une seule espèce, la nôtre. L'espèce humaine est unique, parce que notre mode de consommation n'est pas seulement guidé par notre appétit. Un éléphant consomme toujours autant, quoi qu'il arrive. Mais les humains peuvent décider du volume de nourriture qu'ils ingèrent, de la taille de leur maison et de tous les biens qu'ils consomment, comme leurs vêtements. Il n'existe pas de limite inhérente à la consommation d'un individu. Ce problème est renforcé par la croissance rapide de la population. Parallèlement, la demande en ressources augmente alors que la taille de la planète est inchangée. Nous sommes en surconsommation. Notre demande dépasse les capacités de régénération de la nature. Nous n'avons jamais eu besoin de nous imposer des limites, parce que nous n'y avons jamais été confrontés. Nous nous voyons comme une petite tache sur une grosse citrouille. La dynamique démographique a beaucoup changé depuis 1970. Bien que la population augmente plus lentement, la croissance démographique est plus que jamais au cœur de la crise globale. Chaque année, environ 50 millions de personnes rejoignent la classe moyenne, adoptant les modèles de consommation non durables en vigueur dans le monde développé. C'est le triomphe du progrès sur la pauvreté, mais aussi une bombe à retardement pour notre civilisation. La planète nous envoie des signaux d'alerte que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Agriculture has always been susceptible to supply-side shocks caused by climatic conditions. We're seeing a different situation now. The demand for agricultural crops is on a strong upward trend. Dans le monde actuel, nous voyons la demande alimentaire exploser pour 3 raisons. 1. La croissance démographique. 2. L'augmentation du pouvoir d'achat. 2 à 3 milliards de personnes tentent de grimper dans l'échelle alimentaire en consommant de plus en plus de bétail élevé intensivement. 3. La conversion de semences en carburant. Les céréales nécessaires à la production d'éthanol pour faire le plein d'un 4x4 pourraient nourrir une personne pendant 1 an. Norman Borlaug, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1972 pour avoir lancé la Révolution verte, expliquait que c'était le moyen de gagner une trentaine d'années pour résoudre le problème démographique. Il a dit, sinon, on se retrouvera dans une situation grave.
Aujourd'hui, on n'a jamais consommé autant de pétrole qui joue un rôle clé pour l'agriculture presque partout. Et la quantité de nourriture disponible va dégringoler. Le gros problème va être l'eau. On voit déjà des pays où les agriculteurs utilisent presque toutes les technologies existantes pour augmenter les rendements. Le marché comprend que la situation se tend. Comme l'a dit un observateur, la terre est le nouvel or. Les importateurs les plus riches, comme la Chine, la Corée du Sud ou même l'Inde, achètent de grandes parcelles de terre à l'étranger. C'est un phénomène de grande ampleur. Rising food prices combined with rising unemployment have sparked riots and political unrest. Chaque année, le monde compte environ 78 millions de nouveaux habitants. Cela fait environ 220 000 personnes de plus chaque jour. Des personnes en concurrence pour les ressources naturelles et les opportunités économiques, augmentant la pression exercée sur la planète. Plus de la moitié de la population mondiale, en majorité dans les pays en développement, a moins de 28 ans. Elle est en âge de se reproduire ou le sera dans quelques années. Selon les choix faits par ces jeunes, d'après les projections des Nations Unies, l'humanité comptera entre 8 et 10 milliards et demi d'habitants en 2050. Que l'on soit dans le haut ou le bas de la fourchette fera toute la différence, car nous atteindrons bientôt des seuils critiques liés aux activités humaines. La démographie ne change pas en un claquement de doigts. La population va continuer à augmenter. Il y a un élan qu'on ne peut pas arrêter. Même si tous les couples du monde décidaient aujourd'hui de se limiter à 2 enfants, on estime que la population de la planète atteindrait environ 8 milliards d'individus. Cette inertie signifie que, quoi qu'il arrive, nous devons trouver des solutions pour nourrir tous ces habitants. Voilà, c'est bon. Loulou, c'est prêt, à table. Allez, dépêche-toi. Quand j'étais plus jeune et que j'ai rencontré JP, mon mari, on a décidé d'avoir des enfants. On a eu le premier, un petit garçon, et c'était formidable. Et puis on en a eu un deuxième, une fille, formidable aussi. Et pour moi, on allait forcément continuer, mais on en a discuté tous les deux. Dans la famille de JP, ils ne sont que 2 enfants, et il m'a dit qu'il croyait à la théorie du remplacement. On ne doit pas augmenter la population mondiale. Et je le comprenais parfaitement sur le plan intellectuel. Mais en même temps, pour moi, on n'était pas une vraie famille si on ne pouvait pas former une équipe de baseball. Je voulais vraiment avoir plus d'enfants, et j'ai la chance que JP soit un compagnon compréhensif. Il a été partant. L'adoption était la solution idéale pour agrandir la famille sans avoir d'impact démographique. Donc, on a adopté notre plus jeune fille, Lorato, en Afrique du Sud. Je dois dire que c'est mieux d'avoir 3 enfants. 2, ça faisait étriquer. Ce n'était pas assez. J'ai été contactée par les producteurs de ce documentaire pour témoigner sur mon action en faveur des droits des enfants. Avec des amis, j'ai cofondé Mothers Acting Up, un mouvement qui invite les mères à se voir comme les défenseuses des enfants du monde. J'ai eu envie de comprendre l'influence de la question démographique sur les enfants et les femmes. The population explosion has immediate dangers for us and for our children.
Quand le grand public a pris conscience que la population augmentait à une vitesse excessive, les gens ont fait des prédictions très pessimistes. Le monde a réagi, les choses ont changé et beaucoup de femmes ont eu accès à la contraception. Le taux de croissance démographique a baissé radicalement partout dans le monde. Et on s'est dit, le problème est plus ou moins réglé. Depuis quelques années, l'ONU revoit ses prévisions à la hausse, partout dans le monde. Si on part du principe qu'il n'y a plus de problème et qu'on n'y prête plus attention, tous les efforts n'auront servi à rien. Depuis quelques décennies, le débat sur la démographie est laissé de côté. L'une des raisons est la mauvaise image de ce sujet, principalement à cause des pays qui ont pratiqué des stérilisations forcées ou mis en place des moyens coercitifs pour contrôler la croissance de leur population. La question est aussi victime de son propre succès. Dans le monde, le taux de croissance démographique a presque diminué de moitié depuis les années 60. Dans les pays développés, notamment en Europe et au Japon, cette baisse, accompagnée d'un vieillissement de la population, est vue comme une menace pour la prospérité. Dans de nombreux pays, on verse ce qu'on pourrait appeler des pots de vin pour inciter les gens à faire des enfants. L'idée est que plus la natalité augmente, plus ça fait d'adultes pour payer les retraites d'une population vieillissante. Mais faire des bébés dans une population vieillissante, mais en relativement bonne santé, et capable de travailler plus longtemps que l'âge de la retraite fixé à l'époque de Bismarck, est une solution absurde à ce problème. Il suffirait de reculer l'âge de la retraite de 2 ans ou 2 ans et demi pour couvrir tous les coûts des personnes âgées. Et puis, ça ferait de plus en plus de jeunes, alors qu'on n'a pas assez d'emplois pour eux en Europe et au Japon. La question est soulevée par certains gouvernements et des ONG, mais elle reste taboue dans la société. Le message dominant, c'est « on ne parle plus de la démographie ». C'est un tabou. Même ceux qui sont coincés au milieu de l'embouteillage et qui se disent « on sait qu'il y a un problème », ont peur de parler. Ça montre bien que les gens craignent de se démarquer de ce qui est socialement acceptable. Mes parents se sont mariés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ma mère était une fervente catholique et mon père était protestant, mais il s'est converti au catholicisme. Un jour, quand mon frère aîné avait 4 ans, il est tombé à travers la glace dans un lac gelé de l'État de New York. À ce moment-là, ma mère a imploré Dieu. « Faites que Mike vive et je promets de ne plus jamais commettre le péché dont je suis coupable, à savoir la contraception. » Mon frère Mike a survécu et ma mère a tenu parole. Et elle s'est retrouvée avec 10 enfants. C'est ce qui arrive quand vous avez une vie de couple épanouie et pas de contraception. Quand on était en famille, on avait une impression d'abondance, comme si on était au centre de l'univers. C'était un sentiment agréable de plénitude. Quel est le 3e pays le plus peuplé après l'Inde et la Chine? Le Brésil? Le plus peuplé? L'Indonésie? Je peux appeler un ami? Les États-Unis? C'est nous le 3e pays? Ah ouais. Avec seulement 1% par an, les États-Unis n'ont pas le plus fort taux de croissance, mais c'est le plus haut du monde industrialisé. En incluant l'immigration, ils gagnent environ 2 700 000 habitants par an. Et le problème dépasse la question arithmétique.
Si tous les habitants du monde vivaient comme les Américains aujourd'hui, il faudrait presque 6 planètes comme la Terre pour régénérer toutes les ressources consommées aux États-Unis et absorber la quantité de déchets produits. Et je parle de planètes entières, sans rien laisser aux autres espèces. Ce modèle n'est pas reproductible à l'échelle planétaire. Bien sûr, certaines régions peuvent consommer plus qu'elles ne régénèrent grâce au commerce, mais tous les pays ne peuvent pas reproduire ce modèle d'importation nette de services écologiques. Physiquement et mathématiquement, c'est impossible. En revanche, le mode de vie des Indiens moyen est reproductible dans le monde entier, même avec 8 milliards d'habitants. Mais cela signifie une consommation plus basse dans la chaîne alimentaire et très peu d'énergie excédentaire pour se chauffer, avoir l'air climatisé ou rouler en voiture. Nous devons montrer l'exemple et empêcher notre propre population d'augmenter, si nous voulons avoir la moindre crédibilité morale pour faire la leçon aux autres pays en leur disant « Vous devez stopper votre croissance démographique ». En gros, les pays riches pointent du doigt les plus pauvres en disant « Le problème, c'est la croissance démographique. Vous devez contrôler vos naissances. » Et les pays pauvres leur répondent « Non, le problème, c'est l'inégalité et vous devez contrôler votre surconsommation. » Chacun se renvoie la balle. Notre solution consiste à dire « Faites comme nous ». Nous avons fétichisé, vénéré et idéologisé la notion de croissance qui a phagocyté notre planification et notre développement économique. Le développement de notre économie est tributaire de la population, ou plus précisément, des consommateurs. Elle a toujours besoin de plus d'acheteurs pour assouvir son appétit infini de croissance et réussit encore et toujours à en trouver davantage. C'est nous qui l'alimentons. Ceux qui défendent la croissance sont ceux qui en tirent des bénéfices. Ce que les gens ne comprennent pas et que les décideurs veulent nous cacher, c'est que la croissance ne s'autofinance pas. Vos impôts doivent augmenter pour payer le prix de cette croissance. Les responsables locaux pensent toujours que la croissance est positive. Les recherches montrent que cette expansion finit par coûter plus cher qu'elle ne rapportera jamais. On a besoin de plus de policiers, de parcs, de pompiers, d'écoles, d'égouts, de sites de traitement de l'eau, plus de tout. Si la croissance s'autofinançait, il y aurait de l'argent dans les caisses pour compenser le déclin économique et permettre au gouvernement de tenir le choc. Mais ce n'est pas arrivé. Tout le monde, au niveau local, se tourne vers le gouvernement central pour lui demander de l'argent. Et ce, parce qu'il n'a pas défini de limite à l'attribution de ses budgets. En définitive, on se retrouve avec une pyramide de Ponzi, dans laquelle les gens versent de l'argent qui va à quelques bénéficiaires. Mais cela signifie que les impôts de tout le monde doivent augmenter. Regardez le PIB, le produit intérieur brut, ou le PNB, le produit national brut. Ces chiffres seraient comiques si leurs conséquences n'étaient pas si graves. Pour mesurer la santé économique, on prend en compte des activités nocives, voire meurtrières, comme les ventes de cigarettes ou les frais de santé, qui sont positifs pour le PIB. Une parcelle de forêt ancienne ne vaut rien tant que les arbres ne sont pas abattus. Et le fait qu'on ne puisse pas respirer sans eux n'a aucune valeur. C'est le monde vu par un économiste. Mais si vous parlez à un scientifique, que son domaine soit l'écologie, la météorologie, la biologie, l'agronomie ou l'hydrologie, ce n'est pas du tout la même approche. Eux, ils voient que nous surexploitons les capacités de notre planète un peu partout. Notre système de marché est mensonger.
Il ne couvre qu'une partie des coûts des biens et des services. Et nous devons y remédier. Sinon, ça va nous mener à la faillite écologique. Biologists, chemists, and many other scientists believe that we can develop new sources of food and new kinds of food. They say the sea can give us more food, that we can develop large areas of new land. But many among these experts warn us that there are limits to the world's resources. There's only so much fresh water, so much timber, coal, oil, minerals of all kinds. Julian Simon avait un doctorat d'économie et de commerce et il travaillait pour le département économie de l'Université de l'Illinois. Julian Simon a dit que les êtres humains étaient la première ressource. Plus il y avait de gens, plus il y avait d'Einstein pour résoudre les problèmes humains. Mais on ne résout pas les problèmes en élevant des Einstein dans les bidonvilles de Lagos au Nigeria. Il a écrit un article dans lequel il expliquait que nous avions le savoir et les ressources nécessaires pour nous développer encore pendant 7 millions d'années. Imaginons que la population mondiale n'augmente que d'1% par an, plus ou moins le taux actuel, pendant 7 millions d'années. Combien y aurait-il d'habitants sur Terre? C'est un bon problème d'arithmétique, parce que ça dépasse les capacités d'une calculatrice normale. Ce calcul était absurde. Il n'avait pas besoin de le faire pour savoir qu'il y aurait, bien avant la date prévue, davantage d'humains que de particules dans l'univers. Mais peu importait que son raisonnement ne tienne pas. À Washington, tout le monde l'adorait. Il a eu un poste de haut conseiller à la Maison-Blanche. Et il a aussi travaillé pour le Congrès jusqu'à sa mort. Commencez par donner à tous les habitants de la planète une vie décente, c'est-à-dire une alimentation suffisante et nourrissante, un toit, des vêtements, de l'eau potable, des soins de santé, des loisirs et une éducation pour leurs enfants. Ensuite, vous pourrez m'expliquer l'intérêt d'avoir encore plus de gens sur Terre. Tant qu'on ne saura pas s'occuper de ceux qui sont déjà là, ne venez pas me raconter que ce serait facile de nourrir davantage de personnes. Plus j'ai découvert les problèmes démographiques, plus j'ai eu envie d'aller dans les endroits de la planète où la situation est la plus critique. Ce documentaire m'a donné l'occasion de retourner en Afrique. Je travaille sur les droits des enfants et l'impact sur eux est immense. Vu le nombre de naissances, comment peut-on satisfaire leurs besoins de base? Quand j'étais dans les rues d'Addis Abeba, je me suis arrêtée pour donner un billet d'à peine 10 centimes à une femme qui mendiait. Et ça a créé un attroupement, parce que les gens ont vu que je donnais de l'argent, sans doute plus qu'ils n'avaient l'habitude d'en recevoir. Et je me suis retrouvée encerclée par des gens qui avaient besoin de quelques pièces pour manger et nourrir les bébés dans leurs bras. C'est là qu'on voit vraiment les conséquences de la surpopulation. Une foule de gens arrivent dans les centres-villes pour trouver de quoi vivre et nourrir leurs enfants. Les principaux problèmes de l'Éthiopie, sur le plan social, économique et urbain, viennent d'une croissance démographique trop rapide. Elle a fait basculer la population dans la misère.
C'est difficile, voire impossible, de se développer économiquement tant que le taux de natalité reste très élevé dans les pays les moins développés. L'éducation et la santé ne peuvent pas suivre, et la pauvreté est inévitable. Des pays très pauvres sont déjà incapables de satisfaire les besoins de base de leurs citoyens. Et on prévoit que leur population sera multipliée par 2 dans les prochaines 3 ou 4 décennies. Ils sont dépassés. Cette croissance démographique rapide est liée à l'instabilité politique, la concurrence pour l'accès aux ressources et la crise alimentaire globale. Si vous pensez que c'est un problème isolé, cantonné à l'Afrique, réfléchissez-y. The American housewife. Who has a more important, a more responsible occupation? Wife, mother, laundress, counselor, maid, chef, purchasing agent. All of these are her duties at one time or another. Quand on repense aux années 50, on voit que la femme devait rester à la maison, tenir son foyer, élever ses enfants, pendant que son mari travaillait pour faire bouillir la marmite. L'arrivée de la pilule dans les années 60 a été un événement majeur. Les femmes ont pu choisir le moment et le nombre de leur grossesse. Elles avaient la capacité de retarder la maternité indéfiniment, ce que beaucoup ont fait. Mais la pression sociale reste immense. Quand vous dites que vous n'avez pas d'enfant par choix, on suppose que c'est parce que vous les détestez, que vous n'avez pas de cœur ou que vous êtes froide. On part du principe que vous avez un gros problème, physiquement, mais aussi mentalement et psychologiquement. Quand je parle aux gens de leur méthode de contraception, la plupart me disent avoir demandé une stérilisation définitive. Et c'est très difficile, notamment pour les jeunes femmes de moins de 40 ans, d'obtenir une ligature des trompes. Quand vous allez voir le médecin, il vous demande de consulter un psy pendant 1 an, à vos frais, avant d'avoir cette ligature. Parfois, on peut aussi vous refuser l'intervention d'emblée. Souvent, on vous répond « Vous êtes trop jeune »,« Vous n'avez pas eu encore d'enfant » ou « Vous allez sans doute changer d'avis ». Personne ne demande de compte à une jeune femme qui dit « Je veux 3 enfants ». Mais si vous dites « Je ne veux pas d'enfants », vous devez vous justifier auprès de la communauté des médecins et des psys. Nous vivons dans une société hypersexuée, mais le sexe est tabou. Et on ne veut pas que nos enfants en entendent parler, alors que le sexe est partout pour vendre des produits. On ne voit que ça à la télévision et au cinéma. Donc, il y a une dichotomie très bizarre. Il faut se souvenir qu'aux États-Unis, 40% des grossesses ne sont pas désirées. Nos adolescentes ont le plus fort taux de grossesse du monde occidental et pourtant, dans beaucoup d'États, nous leur compliquons l'accès au planning familial. Nous devrions tenter de réduire le nombre de grossesses non désirées en leur donnant les moyens de maîtriser leur fertilité. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a de nombreux obstacles entre les femmes et l'information sur la contraception dont elles ont besoin pour gérer leur désir d'enfant. Dans presque tous les pays, le nombre d'enfants souhaités est plus faible que le nombre réel, ce qu'on voit dans les études démographiques et médicales. Je m'appelle Poliana, j'ai 18 ans. Je suis enceinte de 7 mois et j'ai déjà un fils de 2 ans. Je ne suis pas avec le père de mon premier enfant, ni avec celui du deuxième. Je voudrais ouvrir un commerce après la naissance de mon bébé.
J'espère que je pourrai offrir une vie meilleure à mes enfants. Selon de récentes études, on estime que 215 millions de femmes dans le monde qui souhaitent avoir moins d'enfants n'utilisent pas de contraception, principalement à cause de barrières culturelles et d'un manque d'information. Beaucoup s'y refusent parce qu'elles ont entendu dire que c'était dangereux, que leur partenaire masculin est contre, que leur religion la condamne, ou qu'elles s'en remettent à Dieu pour décider du nombre de leurs enfants. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, si les femmes géraient leur fécondité, cela réduirait la population mondiale de 28%, sauverait des vies et ferait progresser les droits de l'homme. Every day, 800 women and more than 20,000 children die from preventable causes. Every 2 minutes, a woman dies at what should have been a joyful moment. And millions of women are unable to choose if, when, and how many children they should have, because they lack modern ways of contraception. Tous ceux qui pensent que les Africains pauvres veulent beaucoup d'enfants se fourvoient, parce qu'il y a un très grand nombre d'avortements chaque année en Afrique, dans des conditions très dangereuses et qui font beaucoup de dégâts. Chaque année, nous perdons environ 350 000 femmes à cause de la maternité. 13% d'entre elles à cause d'avortements mal faits. C'est la réalité des chiffres, elle est connue. Beaucoup de femmes sont victimes de viols dans le monde et ont des enfants qu'elles négligent. Le problème n'est pas l'avortement. Il faut éviter qu'on ait besoin de recourir à tant d'avortements. Je voulais rencontrer les gens sur le terrain, et pas juste à travers un livre. Vraiment voir les gens et les solutions qu'ils ont trouvées. J'ai entendu parler du Population Media Center qui utilise le divertissement pour faire passer un message social. Le Population Media Center produit des feuilletons pour la radio ou la télévision, ce qu'on appelle des soap operas ou des telenovelas. Le but est que les téléspectateurs s'identifient aux personnages sur le long terme. Ce qui rend le travail de ce centre si important, c'est qu'il s'adresse au public sur un plan émotionnel. Il ne s'agit pas seulement de transmettre des informations sur le plan cognitif. Beaucoup de décisions ont une origine émotionnelle et non rationnelle. En mettant en scène des situations et des personnages auxquels on peut s'identifier, on fait mieux passer le message. Et on permet aux gens de comprendre comment prendre les mêmes décisions que les personnages et finalement agir comme eux. Vous écoutez le feuilleton pendant que vous faites autre chose ou quand vous n'êtes pas chez vous? J'ai été invitée à participer à une table ronde sur les feuilletons. Toutes les femmes avaient des choses passionnantes à raconter sur l'influence des personnages sur leur vie. Ces modèles leur ont appris à être fortes et à remettre en cause tout ce qui les opprimait dans leur vie quotidienne. Dans ma famille, on est 14 enfants. On ne mangeait qu'une fois par jour. On n'avait qu'un seul repas. J'ai dit à ma mère qu'elle devait prendre un contraceptif. Et elle m'a dit que mon père n'était pas d'accord. On est allé à l'hôpital et le médecin a dit qu'il ne pouvait rien lui donner sans l'autorisation de son mari. J'ai pleuré et je l'ai supplié parce qu'on n'avait rien pour vivre. Mon père a dit que la pilule ne pouvait pas empêcher d'avoir un bébé. Il voulait que ma mère fasse un test pour voir si elle était enceinte. Là, il a vu que ça marchait vraiment.
Ma sœur est morte du sida quand son bébé avait 3 mois. J'ai eu beaucoup de chagrin. Ma nièce a 5 ans aujourd'hui et elle prend des médicaments tous les jours. On a eu beaucoup de problèmes, mais on est toujours là. Les femmes sont considérées dans tous les systèmes de domination très rigides comme des machines reproductives. Dans certaines des cultures les plus patriarcales et les plus pauvres, ce qui va souvent de pair, les femmes n'ont aucun statut. Et c'est encore pire si elles n'ont pas de fils. Dans les pays pauvres, les filles mangent en dernier et moins que les autres. Elles se lèvent avant et se couchent après les autres. Ce sont elles qui travaillent le plus et elles n'ont pas leur mot à dire sur leur vie. Dans de nombreux pays pauvres, les femmes sont considérées comme la propriété de leur mari et parfois elles ont même un statut légèrement inférieur au bétail. Quand elles sont vendues pour être mariées à 9 ou 10 ans, puis qu'elles tombent enceintes dès qu'elles atteignent la puberté, elles n'ont pas le droit ou la capacité de faire de choix sur leur vie ou le nombre de leurs enfants. « 70% des gens qui vivent dans la misère sont du sexe féminin, enfants et adultes. Si on veut trouver une solution humaine, non autoritaire et sensible pour limiter la natalité excessive, il faut améliorer le statut des femmes dans le monde. Pendant la réunion, j'ai été bouleversée par l'histoire de Zinette et les obstacles qu'elle avait dû surmonter dans sa jeune vie. Alors j'ai demandé à lui rendre visite dans son village. Quand j'ai rencontré sa famille, la première chose qui m'a frappée, c'est la différence d'âge entre ses parents. Ensuite, j'ai appris que sa mère avait 12 ans quand elle a épousé son père qui en avait 45. Ma mère ne connaît pas la date de naissance de ses enfants. Et elle ne sait pas non plus l'âge qu'elle a. Le père de Zinette a eu une autre famille avant celle-ci. Il a eu 13 enfants avec une autre femme. Et c'est un cas de figure typique en Éthiopie. Les gens sont coincés dans des rôles sociétaux qu'on leur impose. Je n'ai pas pu m'empêcher de voir un parallèle entre ma famille et celle de Zinette. Nos mères ont subi des influences religieuses et culturelles qui leur ont fait croire qu'elles ne pouvaient pas ou ne devaient pas décider du nombre d'enfants que leur corps produisait. Le christianisme a été une force immense parce que les révolutions industrielles et scientifiques sont nées dans le monde chrétien. Et les Européens ont colonisé le reste du monde.
Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Il est temps d'admettre que nous avons réalisé ce commandement biblique. Ça, c'est fait. Et maintenant, on fait quoi? Je ne vois pas comment, face à l'état désastreux de notre planète et à la misère dans laquelle beaucoup de gens vivent, on peut encore être opposé au contrôle des naissances et au planning familial. Je trouve que c'est une position très perturbante moralement. Le Vatican a un siège d'observateur permanent à l'ONU. L'Église catholique romaine est la seule grande religion bénéficiant de ce statut. La Suisse est elle aussi observatrice permanente. À l'évidence, le Saint-Siège a tout fait pour que les Nations Unies ne défendent pas trop la contraception et en rendent l'accès plus difficile pour les femmes. Le Vatican a accusé la conférence du Caire de prendre des mesures pour saborder la famille et détruire la civilisation chrétienne. Il utilise une rhétorique très violente. L'Église catholique a une merveilleuse tradition de justice sociale quand il s'agit de soutenir les soins de santé, la lutte contre la famine ou l'aide aux sinistrés. Mais pour les catholiques du monde entier, le planning familial n'est pas une notion abstraite. Elle touche profondément à la vie quotidienne des gens. Dans les deux camps de ce débat, personne ne devrait dire « vous devriez avoir moins d'enfants » ou « vous devriez avoir plus d'enfants, vous ne pouvez pas faire ci ou ça ». Nous devons collaborer avec ceux dont la vie est directement affectée par la question. C'est à eux qu'il faut parler de la reproduction. Certains groupes extrémistes veulent interpréter la Bible comme encore plus patriarcale qu'elle ne l'est vraiment, tout comme certaines branches de l'islam ou de l'hindouisme interprètent les textes théologiques pour renforcer leurs convictions et avoir la main sur la fécondité des femmes. Et c'est ça que nous devons combattre. J'ai eu l'opportunité d'épouser un homme riche, mais j'ai refusé. La vie des personnages dans le feuilleton à la radio m'a beaucoup appris. Alors j'ai dit à mes parents que je ne l'épouserais pas. Tous les enfants admirent Zinette. C'est elle qui fait vivre la famille. Mon père a écouté le feuilleton à la radio et il m'a dit qu'il regrettait d'avoir essayé de marier ses filles de force. Il a dit que si je lui avais obéi, j'aurais eu une vie de domestique, avec beaucoup d'enfants. Maintenant, il regrette. Ma sœur veut que j'aille à l'école. Elle m'aide beaucoup. Je veux suivre ses traces et être comme elle. Les filles et les autres femmes du village viennent la voir pour lui demander comment elle a fait. Elle voit qu'elle est forte et elle conseille tout le monde. C'est formidable. C'est génial. Elle sert aussi de mère de substitution à sa nièce. Sa petite sœur est morte du sida il y a 6 ans, quand son bébé n'avait que 3 mois. Maintenant, sa nièce vit avec la maladie. Wassila, on voulait te poser une question. Qu'est-ce que tu penses de Zinette et qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grande? Je veux pas que Zinette meure. Je l'aime. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Elle veut être médecin. Médecin? Fantastique! Cette jeune fille est emblématique du problème qui existe en Éthiopie et dans toute l'Afrique. Zinette va en cours le week-end à l'université qui est près de son village. La journée, elle travaille pour faire vivre sa famille dans le dispensaire du planning familial.
Et quand elle rentre le soir, elle participe aux corvées ménagères. Ensuite, elle doit faire ses devoirs. My life was so hard. You gave me strength. I named my daughter after. Depuis le début de notre feuilleton radiophonique, nous avons reçu plus de 30 000 lettres de tout le pays. Une étude récente nous a montré que la demande de moyens de contraception avait augmenté de 157%. C'est exceptionnel. La communication dans les couples est passée de 33 à 68%. Cela pousse souvent la femme ou l'homme à s'adresser au planning familial. Souvent, les femmes pensent que leur mari est contre, alors que c'est faux, mais elles n'ont jamais posé la question. Maintenant que j'ai rencontré Zinette, que je suis allée chez elle et que je la connais un tout petit peu, c'est mon héroïne. Elle a surmonté des obstacles immenses et n'a pas reculé devant les difficultés. Elle a défié des traditions culturelles dans son village qui existaient depuis des millénaires. Elle a dit non. Je veux une vie meilleure pour moi, mes sœurs et les femmes de ma communauté. Et ça ne s'arrête pas avec elle. Elle travaille dans son village pour que d'autres femmes écoutent les feuilletons radiophoniques et soient elles aussi inspirées par ces modèles, pour qu'elles trouvent du courage et de la force en elles. Je repenserai à elle quand je serai découragée. Une seule personne peut changer les choses. Quand on est jeune, on a tous une vision de notre avenir. Pour réaliser nos rêves, il faut être patient. Tout le monde doit pouvoir avoir des enfants. C'est un droit humain fondamental. La stabilisation de la démographie viendra de millions de femmes comme Zinette qui feront les mêmes choix qu'elle. Elles ont besoin d'aller à l'école, qu'on les aide à prendre leur vie en main et à faire entendre leur voix. Une fille pauvre n'a pas d'option en l'absence d'une intervention extérieure. L'action de notre ONG consiste à investir pour leur donner une liberté de choix et une éducation. Parce qu'une fille qui est allée à l'école se marie plus tard, a moins d'enfants, et ses enfants vivent plus longtemps, seront en meilleure santé. Toute la famille aura une vie meilleure. C'est ce qu'on appelle l'effet fille. La majeure partie du système bancaire s'adresse aux hommes. Moins d'1% des prêts de nos institutions financières classiques va aux femmes. Mais les gens ont fini par réaliser que les femmes étaient plus efficaces dans la lutte contre la pauvreté. 100% de ce qu'une femme pauvre gagne sert à nourrir ses enfants, à les soigner, à améliorer les conditions de vie de sa famille et à envoyer ses enfants à l'école. Le microcrédit est une stratégie parfaitement adaptée aux femmes pauvres. Celles qui n'avaient jamais eu d'argent auparavant se retrouvent avec du pouvoir et un nouveau statut dans leur foyer. Ça leur permet de renégocier les relations qu'elles ont avec leur mari, leur père, leur fils et tout leur village. Ça donne de l'espoir à des millions de femmes. Ça améliore leur vie et celle de leur famille, mais c'est aussi un plus pour la société.
C'est logique d'aider les femmes à prendre leur vie en main. C'est une question de bon sens. C'est difficile de comprendre pourquoi ça prend autant de temps. Pourquoi maintenons-nous la moitié de l'humanité dans une situation où elle ne peut pas apporter sa contribution à la richesse de son pays et du monde? J'espère qu'un jour, plus de femmes auront la chance d'aller à l'école, d'apprendre à lire et écrire, et surtout de connaître leurs droits. Et pas juste selon l'idéologie occidentale. Au sein de leur culture et de leur religion, elles ont des droits, mais elles l'ignorent. On n'a pas besoin d'aller très loin pour commencer à leur enseigner tout ça. On peut commencer chez nous et y aller pas à pas. On ne peut pas affranchir les femmes sans changer les hommes. Sinon, on se retrouvera avec beaucoup de violence contre les femmes. C'est essentiel de changer la mentalité masculine sur le statut de la femme. Il faut commencer par aborder le sujet brûlant du genre. Les gens n'ont pas envie d'en parler. Mais comme l'a dit le grand sociologue Louis Wirth, les choses les plus importantes dans la société sont celles qui mettent les gens mal à l'aise. On a vu ça avec les questions raciales. Et c'est la même chose pour le genre. Avant Copernic, tout le monde pensait que la Terre était le centre de l'univers et que le Soleil tournait autour. Toute la discipline de l'astronomie a dû être revue de fond en comble. Et nous en sommes au même stade avec l'économie et la politique économique. Nous devons tout déconstruire et reconstruire en réalisant que l'économie est un sous-ensemble de l'environnement. Que faut-il faire pour que l'espèce humaine vive avec ce que la planète peut produire? Nous n'avons pas encore trouvé la solution miracle, mais il faut étudier tous les facteurs. La démographie, la consommation, la productivité des écosystèmes, etc., pour voir comment on peut les faire concorder pour nous ramener dans les capacités d'une seule planète. Et peut-être même en dessous, parce qu'il faut laisser un peu d'espace aux espèces sauvages qui ont aussi besoin de manger. S'il y a une chose que nous savons faire, parce que c'est encodé dans nos gènes, c'est nous reproduire pour favoriser notre espèce. C'est le principe de la sélection naturelle. Nous ne serions pas là si ça ne marchait pas. On le fait tout le temps en laboratoire, on le voit aussi dans la nature. Mais les hommes utilisent la culture pour fausser ce processus. Et aucune société connue n'a jamais exercé au maximum sa capacité à se reproduire. Le principal problème aujourd'hui, sur le plan intellectuel, c'est la consommation. De nombreux économistes pensent que la solution à tous les problèmes économiques, c'est de consommer plus. Mais consommer plus implique de détruire encore plus la planète. Et il n'existe pas de préservatif contre la consommation. Il faut commencer à contrôler la croissance démographique très tôt, parce que pour le faire de manière humaine, il faudra des décennies. En revanche, on pourrait résoudre le problème de consommation très rapidement. Nous allons avoir besoin d'un autre critère que la croissance telle qu'elle est mesurée actuellement. Nous devons plutôt faire croître notre degré de sagesse, de savoir et tout simplement d'intelligence pour trouver comment vivre bien et prendre soin les uns des autres sur cette planète. Les pays en voie de développement ont de nombreuses opportunités pour contourner la voie traditionnelle vers le développement, à savoir la manière dont les États-Unis et l'Europe se sont enrichis. Dans toutes les communautés pauvres, on va voir des entrepreneurs sociaux imaginer d'autres moyens de s'inventer un mode de vie meilleur.
Les gens créent déjà des solutions à base d'énergie solaire ou de biogaz ou des idées nouvelles au niveau local. La vraie richesse d'une nation, et même du monde, n'est pas financière. On l'a vu récemment avec la crise économique. Non, la vraie richesse d'une nation, c'est la contribution des individus et de la nature. Il nous faut ce que nous n'avons pas encore. Des politiques économiques qui donnent de la visibilité et de la valeur à tout ce qui est bon pour les individus, dès leur plus jeune âge, mais aussi à notre planète. La Suède, la Finlande et la Norvège ont investi dans ce que j'appelle un système économique tourné vers l'humain. Ces pays ont des politiques destinées à prendre soin des gens, et ce, dès la petite enfance. Ça implique une couverture santé universelle, de bons modes de garde pour les enfants et des congés parentaux généreux pour les mères et les pères. Selon toute logique, on pourrait croire que ces pays ont beaucoup d'habitants parce qu'ils ont des politiques favorables à la famille. Mais c'est le contraire. Leur croissance démographique est stable et faible. En imitant les pays scandinaves et en investissant dans un capital humain de très bonne qualité, on a une société plus éduquée, disons plus apte sur le plan fonctionnel, et des citoyens qui apportent plus à des programmes comme la sécurité sociale. C'est un changement de cap difficile à imaginer dans notre climat politique actuel, mais l'idée d'investir dans le bien public joue un rôle majeur dans une économie durable. Avant d'aller en Éthiopie, je comprenais sur le plan intellectuel la position de mon mari en faveur d'une famille biologique plus petite. Mais maintenant, je suis vraiment d'accord avec lui. C'est la démographie qui fait peser toute cette pression sur les droits des enfants et sur notre planète. C'est drôle que ce soit moi qui participe à un documentaire sur la démographie, parce que mes frères et sœurs ont eu beaucoup d'enfants et ont même des petits-enfants. Beaucoup sont très diplômés. On a un chirurgien, des avocats et des médecins. Mais les chiffres sont là. Tout le monde a une voiture et une maison. Donc ça a un impact énorme. Je réalise que tout commence avec des couples comme JP et moi, qui discutent avant de fonder une famille et se disent « Les limites de notre planète ont changé. Comment cela va-t-il influencer notre vie de famille ?» Tant qu'on reconnaît qu'on a le choix et qu'on assume la responsabilité de nos choix, on peut tous atteindre le bonheur. Qu'on ait ou non un enfant, qu'on soit parent ou non. Chacun a son propre chemin, chacun fait ses choix, chacun a ses désirs, ses espoirs et ses rêves. Et cette diversité est une bonne chose. Certains travaillent sur la question des changements climatiques. D'autres s'intéressent aux problèmes de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, du sida, etc. On ne peut pas nier que la croissance démographique soit le facteur commun pouvant aider tous ces groupes à remplir leur mission. Il devrait y avoir plus de dialogue entre ces groupes et plus de programmes abordant toutes ces questions en même temps. Tant qu'on n'aura pas revu nos priorités, on continuera à se focaliser uniquement sur les crises qui découlent des problèmes de croissance démographique actuels. Nous devons revoir notre imaginaire collectif.
C'est sans doute l'occasion de faire tomber les barrières entre les riches et les pauvres, le Nord et le Sud. Je crois que la planète nous oblige à redéfinir notre projet de solidarité. Peut-être pour la première fois de notre histoire. La surpopulation est le symptôme d'un système de domination. Et si nous voulons changer ça, il nous faut un système différent. Quel type de monde voulons-nous pour nos enfants? Il faut une éducation qui n'idéalise plus les rois, les reines et les dirigeants, mais nous raconte les temps modernes comme une histoire faite d'une succession de défis, avec des mouvements sociaux qui remettent en cause des traditions de domination très enracinées. Tous ces mouvements sociaux, y compris ceux de la défense de l'environnement, sont ceux qui remettent en question la sacro-sainte conquête de la nature par les hommes. Notre mission consiste à changer le récit. L'histoire de l'humanité depuis 10 000 ans est faite de domination. Mais comme les femmes qui sont mères depuis toujours endossent de nouveaux rôles dans la sphère publique partout dans le monde, nous pouvons créer un raz-de-marée de changement. Cela va non seulement soulager nos problèmes démographiques, mais aussi amener des politiques qui défendront une nouvelle approche de notre planète. On ne fait qu'un. On appartient tous à la famille humaine. On est tous liés dans nos défis et dans nos solutions. Le planning familial est menacé dans le monde. Il est important parce qu'il sauve des vies, émancipe les femmes, combat la pauvreté, lutte contre la sous-alimentation, aide à protéger l'environnement. Dans le monde, 130 millions de jeunes ne vont pas à l'école, 70% sont des filles. Soutenez les programmes pour l'éducation des filles. Quand une fille va à l'école, elle reste en bonne santé et séronégative, se marie quand elle le désire, a moins d'enfants et une famille en bonne santé. La croissance démographique concerne tous les habitants de la planète. Mettez fin à ce tabou et parlez-en. Hey.